Le deuxième moment du deuxième chapitre s'intitule Priorité du mauvais pronostic sur le bon. Donc il s'agit d'établir que le mauvais scénario euh, doit être considéré comme quelque chose qui doit être évité absolument, même si éventuellement cela revient à renoncer à d'hypothétiques améliorations de notre état actuel. C'est-à-dire que dans les choix que nous aurons à faire, eh bien, il convient de donner la priorité au fait d'éviter les catastrophes pour les hommes à venir, plutôt que de considérer ce qui nous semble être à nous un bienfait, à la fois dans nos actes et à la fois dans la façon dont nous considérons les hypothèses comparatives quant à l'idée que nous pouvons nous faire du futur, donc cette fameuse futurologie dont il était question précédemment. Donc, vous vous rappelez qu'à la fin de la première partie du deuxième chapitre, nous étions restés sur une incertitude, une certaine faiblesse, une zone un petit peu faible de l'argumentation par rapport au fait que le caractère mauvais ou excessivement mauvais, le caractère de mal suprême des scénarios qu'on pouvait envisager pour l'avenir, était incertain parce que rien ne nous disait quel serait le scénario de l'avenir. On était, en d'autres termes, dans l'ordre des hypothèses et non pas dans l'ordre de scénarios assurés. Et donc cela constituait une faiblesse par rapport à l'impératif, car sur la base de quoi donner un impératif alors que nous nous trouvons face à quelque chose qui est par nature incertain. Eh bien, c'est pour répondre à cette faiblesse-là que Ancionas écrit donc ce qui va suivre et qu'il met en évidence la nécessité de donner la priorité au fait d'éviter le mal plutôt qu'à rechercher autre chose euh, que nous percevons comme constituant un bien. En d'autres termes, ici vous le voyez donc en italique, il faut davantage prêter l'oreille à la prophétie de malheur qu'à la prophétie de bonheur. Hein, page 73, qui est bien évidemment aussi une mise en garde contre toutes les formes de propositions utopiques, que ce soit des formes radicales et planifiées, ou que ce soit des formes d'utopie qui se déroulent de fait grâce au tout technologique dont on a parlé en premier chapitre. Donc, euh, le premier point, donc les probabilités dans les hauts risques. Euh, dans ce passage, Ancionas nous présente une approche des choses qui est intéressante et qui est bien conçue en établissant une comparaison, si vous voulez, entre l'évolution telle qu'elle fonctionne dans la nature, donc l'évolution des espèces, que nous connaissons par Darwin. Donc il part d'une base qui est attestée par les connaissances scientifiques. Donc il fait le parallèle entre cette évolution-là et d'autre part les évolutions causées par l'homme et par les innovations technologiques et leur mise en pratique, leur adoption à grande échelle. Et la- cette comparaison met en évidence la chose suivante, c'est que l'évolution dans la nature agit de façon très très lente, pour ainsi dire, elle se donne le temps, elle se donne énormément de temps, à l'échelle humaine, elle se donne des époques colossales pour progresser petit à petit et pour mettre en place des situations d'équilibre qui remplacent d'autres situations d'équilibre qui seront remplacées par d'autres encore. Donc cette lenteur permet d'éviter de grands déséquilibres et de grandes destructions. À l'inverse, donc il semble que c'est quelque chose sur quoi on puisse compter d'une certaine façon. À l'inverse, les modifications que l'homme apporte à son environnement sont extrêmement rapides et
d'autant plus incontrôlées et leurs effets sont d'autant plus incontrôlables qu'elles interviennent rapidement. Donc en faisant ce parallèle, et en appuyant ce parallèle sur des données de la science, Ancionas veut nous faire comprendre à quel point notre attitude est risquée, à quel point elle est peu raisonnée aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait appel à une donnée scientifique ici pour nous le faire comprendre. En effet, ceux qui pensent pouvoir construire un futur meilleur au moyen des innovations scientifiques sont sans doute beaucoup plus naïfs que ce qu'ils le croient eux-mêmes et ont sans doute bien moins considéré l'ordre des choses que ne le fait ici Ancionas. L'ordre des choses, quand on regarde les évolutions naturelles, c'est précisément le fait que les choses se déroulent de façon très très lente, et c'est cette lenteur qui constitue une sorte de garantie pour la stabilité des écosystèmes et pour les équilibres. Or, croire que nous, du haut de notre savoir et de notre puissance technologique, nous pourrions modifier de fond en comble, nous pourrions modifier radicalement la donne en notre faveur, en la faveur de notre espèce, sans connaître de contre-coup et sans mettre en place des déséquilibres qui pourraient s'avérer rédhibitoires à terme, eh bien c'est sans doute une attitude très naïve et qui montre bien qu'on a fort peu pris en considération la réalité des choses. Voilà. Alors l'orgueil de ceux qui ont cette attitude relève, c'est ce que ce passage nous laisse entendre, relève en réalité d'une mécompréhension de vérité scientifique fondamentale, alors même que ces personnes, qui souvent d'ailleurs confondent la science et la technique, s'enorgueillissent facilement de posséder des connaissances qui leur donnent la possibilité d'agir de façon décisive et assurée. D'où la nécessité d'une certaine pondération, c'est-à-dire d'une certaine modération, je cite, face au style révolutionnaire, c'est-à-dire face à ceux qui font pour l'avenir des propositions constituant un changement radical de ce qu'est la condition humaine. Alors, le point suivant, à la page 75, le petit 2, la dynamique cumulative des développements techniques. Alors, ce point-là aussi est très intéressant. Alors, je vais commencer tout simplement par lire un petit passage. L'expérience a prouvé que les développements déclenchés à chaque fois par l'agir technologique afin de réaliser des buts à court terme ont tendance à se rendre autonomes, c'est-à-dire à acquérir leur propre dynamique contraignante, une inertie autonome, en vertu de laquelle ils ne sont pas seulement irréversibles, comme on l'a déjà dit, mais qu'ils poussent également en avant et qu'ils débordent le vouloir et la planification de ceux qui agissent. Ce qui a été commencé nous ôte l'initiative de l'agir. Alors, c'est un passage très important hein, quand on réfléchit au rapport entre la technique et la liberté. Alors, que nous dit ce passage? Eh bien, les développements d'une technologie, à partir du moment où ils sont adoptés de façon systématique ou massive par les sociétés, finissent par devenir une force contraignante et une force qui constitue une poussée ou une dynamique vers de nouvelles innovations, vers de nouvelles créations technologiques. En soi, on pourrait considérer que ce n'est pas un problème, sauf que se pose la question de la liberté humaine par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'emballement de la technologie. La liberté humaine qui pourrait consister, par exemple, dans le fait simplement d'arrêter un moment la machine et de se poser la question si nous souhaitons simplement, ou s'il est souhaitable pour nous de continuer à aller dans le sens où tout cela nous emmène.
Cette liberté-là, nous ne nous la donnons plus guère à partir du moment où la technologie avec laquelle nous vivons, et dans une certaine mesure par laquelle nous vivons, nous emporte avec elle dans son élan. Je vous donne un exemple, l'exemple de l'automobile. Les inventeurs de l'automobile ont créé un appareil formidable pour se déplacer. Peut-être au départ, ne s'agissait-il que de déplacements d'agrément. Et puis l'automobile, progressivement, a été adoptée par toutes les classes de la société et elle est devenue une nécessité. Et en devenant une nécessité, elle a également complètement transformé la façon dont nous gagnons notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus dépendants de l'automobile pour nos transports au quotidien. Sans automobile, la plupart d'entre nous ne pourraient pas aller travailler. Voilà, l'automobile est elle-même dépendante des approvisionnements en pétrole, qui sont eux-mêmes liés à des contextes géopolitiques souvent tendus, et ainsi de suite. Donc on voit que quelque part, au départ, quelque chose qui était proposé pour un but qui était relativement insouciant en fait, qui était de l'ordre de la liberté ou de l'agrément, finit par devenir une nécessité et finit par mettre en place un système qui est contraignant, c'est-à-dire un système dans lequel il est extrêmement difficile et pour certains impossible de se retirer pour opter pour d'autres choix de vie. Donc la technologie a induit une situation qui, du point de vue de la liberté, n'est pas préférable ou ne semble pas être préférable à la situation antérieure. On pourrait faire un constat analogue avec le développement de l'informatique, par exemple. Au départ, le développement de l'informatique était dû à des esprits curieux, extrêmement inventifs, créatifs, qui voulaient certainement, dans une grande mesure, s'amuser et voir tout ce qu'il était possible de faire en utilisant leur capacité intellectuelle, leur capacité de création. Et puis les premiers, je me rappelle quand j'avais une quinzaine d'années, le premier ordinateur que mes parents avaient acheté, enfin le seul d'ailleurs, ils n'en ont pas acheté d'autres par la suite, eh bien c'était une curiosité, on l'utilisait surtout pour s'amuser, etc. Et puis, au début des années 2000, sont arrivées les boîtes mail, et puis à partir de là, l'informatique s'est démocratisée, et aujourd'hui, l'informatique est devenue une nécessité. Certains services, services publics y compris, ne sont absolument pas accessibles sans informatique. Et aujourd'hui, pour postuler dans une entreprise, nécessairement, vous devez utiliser l'informatique. Et si vous n'avez pas de boîte mail, et si vous n'avez pas la possibilité de donner une adresse mail à votre potentiel employeur, vous allez être pris pour des gens sans aucun sérieux. D'accord? Donc quelque chose qui au départ était de l'ordre d'une option, d'un choix personnel, finalement s'impose avec toutes les contraintes qui sont liées. Aujourd'hui, les questions de cybersécurité et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des exemples, mais ces exemples, et on pourrait sans doute en trouver d'autres, hein, avec la modernisation de l'agriculture aussi. Ça, ce serait également un très très bon exemple à exploiter, parce que là aussi, des libertés sont devenues d'énormes contraintes. Eh bien, ces exemples montrent bien que la technologie, qui au départ nous apparaît par le biais des options qu'elle constitue, des potentiels qu'elle nous offre, eh bien, au final, en quelque sorte, se referme assez largement sur nous-mêmes et finit par constituer une restriction pour nos libertés. Et ça, précisément, ça pose énormément de questions, surtout si on transpose cette considération-là dans l'optique d'un scénario du mal à éviter pour les générations futures. Donc, en considérant ces choses-là, en nous amenant à considérer ces choses-là, Ancionas veut nous faire comprendre à quel point il est important de donner la priorité au scénario le plus mauvais sur le scénario de l'optimisme, considérer à quel point il est important d'éviter les emballements technologiques aux conséquences potentiellement dévastatrices, plutôt que d'espérer que de nouvelles créations de l'homme résoudrait les problèmes de façon un petit peu, disons, miraculeuse. On peut guère accorder de crédit à ces espoirs-là. C'est cela qui veut nous faire comprendre, en nous rappelant ces faits vraisemblablement connus. Hein.
Le point suivant, donc à la page 76, Hans Jonas nous rappelle un autre aspect de notre responsabilité, c'est la responsabilité vis-à-vis de notre héritage. Nous n'avons pas seulement le devoir de léguer à ceux qui viendront après nous des conditions de vie décentes sur Terre et la possibilité d'exister, mais il faut également se poser la question de la façon dont nous leur transmettrons, et espérons que ce sera le cas, un héritage que nous avons nous-mêmes reçu. D'accord? Alors de quel héritage s'agit-il? Eh bien de l'héritage intellectuel, culturel, moral aussi, et surtout moral, hein, me semble-t-il, dans ce passage. C'est-à-dire, il le dit hein, d'ailleurs, en troisième lieu, enfin, et à un niveau moins pragmatique, il faut considérer qu'il s'agit de conserver l'héritage d'une évolution antérieure qui ne peut pas être tellement mauvaise, ne fût-ce que parce qu'elle est censée avoir transmis à ses détenteurs actuels la faculté qu'ils s'attribuent à eux-mêmes de décider ce qui est bien et mal. Or, cet héritage peut se perdre. D'accord? Donc, l'héritage en question, c'est la capacité de discerner, la capacité de penser ce qui est bien et mal. Alors, on pense évidemment tout de suite à des connaissances d'ordre religieux ou à des croyances d'ordre religieux. On doit penser aussi, me semble-t-il, à l'héritage philosophique, à l'héritage des Lumières qui a mis en évidence la nécessité de la liberté et sur lesquelles sont basées aujourd'hui la conception des droits de l'homme, hein, qui est si chère à nos démocraties libérales. Bon, tout ça, ça constitue notre héritage. Et c'est pas simplement quelques idées qui se résument en 2 phrases. C'est toute la pensée, toute la réflexion, tous les ouvrages théoriques qui touchent à la philosophie, au droit. C'est également tout ce que la littérature a permis de mettre en évidence concernant les ressentis humains par rapport à tout cela. Et l'art en général, tout ça constitue un héritage colossal qui ne se résume pas simplement en 2 phrases. Eh bien, la question de la transmission de tout cela se pose. Si, par exemple, nous modifions l'être humain au point d'en faire, disons, un peuple de personnes satisfaites parce que hormonalement dopées ou des personnes qui vivent dans une espèce de béatitude permanente parce qu'elles seraient, je ne sais pas, équipées avec des doseurs de drogue ou de médicaments ou des choses comme ça. Eh bien, nous créerions, entre guillemets, une société heureuse, une sorte de meilleur des mondes, mais une société qui serait absolument dépourvue de pensée d'elle-même, de compréhension d'elle-même, et qui serait complètement stérile du point de vue intellectuel. D'accord? Donc, un scénario comme celui-là pourrait constituer le scénario d'une utopie dystopique, hein, si j'ai pu me permettre cet oxymore, mais nous n'avons pas le droit, par rapport à l'héritage, de laisser se produire ce genre de choses. Alors, utopie dystopique, j'emploie cette expression bizarroïde, c'est pas un hasard si, à la conclusion du chapitre précédent, enfin du paragraphe précédent, pardon, Hans Jonas fait référence au meilleur des mondes de Aldous Huxley, puisque le meilleur des mondes se présente comme une utopie qui a viré à la dystopie. L'exemple qui est proposé, ce n'est pas par exemple 1984, dont le caractère dystopique et insupportable est absolument criant. L'exemple qui est proposé, c'est une société dans laquelle les individus, en quelque sorte, sont heureux, ou en tout cas ont toutes les raisons extérieures d'être heureux. Mais malgré tout, ce livre, qui est très bien pensé par Aldous Huxley, nous laisse entendre que cela ne suffit pas à l'homme. L'homme aussi a besoin de penser, il a besoin d'une existence individuelle, il a besoin d'une vie sur le plan existentiel et non pas sur le plan d'une biologie rendue béate au moyen d'artifices chimiques. D'accord? Voilà, donc ce type de situation, nous ne devons pas le laisser se produire. Dans ce passage, il y a également la question d'un certain litige vis-à-vis de l'héritage. Pourquoi? Parce que certaines propositions révolutionnaires voulaient faire fi de cet héritage. Certaines propositions révolutionnaires, je pense à celle de Marx en particulier, celle du national-socialisme à d'autres égards, puisqu'il s'agissait aussi de se débarrasser de la religion chrétienne dans ce cas-là, mais surtout chez Marx, et puis aussi dans la Chine de Mao, il y avait l'idée qu'il fallait se débarrasser
de l'héritage en question parce qu'il constituait une justification idéologique de systèmes injustes. L'idée de Marx, si vous voulez, c'était que les productions intellectuelles des époques antérieures à la Révolution servaient ultimement à justifier des régimes injustes, des régimes d'oppression, et cela s'expliquait notamment par le fait que les productions intellectuelles de ces époques-là étaient financées par le pouvoir en place, c'est-à-dire les intellectuels, ceux qui apprenaient à lire dans ces époques-là, c'était ceux dont on payait les études, et qui payait les études, eh bien, c'était la classe dominante, éventuellement le clergé, et donc de toute façon, les productions intellectuelles ou artistiques de ces époques-là étaient complètement de mèche, si vous voulez dire, étaient complètement associées à l'idéologie dominante, qui était une idéologie d'oppression. Donc pour Marx, pour faire la révolution, il fallait également faire une certaine révolution culturelle, d'où la condamnation dans le régime socialiste en Union soviétique d'un grand nombre d'artistes au motif qu'ils faisaient de l'art bourgeois. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses, d'accord, des auteurs comme par exemple bon, Solzhenitsyn, mais lui a carrément dénoncé le goulag, donc c'est encore autre chose, mais des auteurs comme par exemple Bulgakov, ou comme Pasternak ou d'autres auteurs russes ont été évincés parce que leur création artistique était considérée comme bourgeoise. D'accord. Donc il y avait la nécessité de se débarrasser d'une très grande partie, je ne parle même pas de tout ce qui est religieux et de tout ce qui peut être art religieux, mais la nécessité de se débarrasser d'une grande partie de l'héritage parce qu'il était jugé comme mauvais. La Chine de Mao, évidemment, a poussé ça à l'extrême avec la révolution culturelle qui a consisté simplement à balayer tout son héritage. Et d'ailleurs, c'est bien malheureux parce que de grandes richesses de la culture chinoise ont vraisemblablement été perdues à tout jamais du fait de cette liquidation. Bon, donc ici, en évoquant l'héritage, Ancionas évoque un point qui constitue un litige pour les propositions utopistes qui veulent radicalement changer de monde. Or, ce qu'il met en évidence ici, c'est que cet héritage ne peut pas être absolument mauvais, puisque c'est sur la base de ce que nous avons hérité des hommes du passé que nous jugeons de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qui est souhaitable et de ce qui doit être évité. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, même si on déplace certains termes, l'échelle de valeur nous a été transmise par ce biais, la capacité d'apprécier nous a été transmise par ce biais. D'accord. Sans parler évidemment de l'aspect problématique que constitue le fait de se placer soi-même au-dessus d'un héritage et de penser pouvoir le balayer, alors que cet héritage a été constitué par des milliers et des milliers et des milliers d'auteurs, de penseurs, d'artistes. Il y a quelque chose de bien démesuré à penser que soi-même, un seul homme, on disposerait d'une clairvoyance suffisante pour pouvoir prétendre envoyer tout ça au diable. La dernière chose qui est envisagée à titre d'hypothèse ici, à la page 77, ce serait d'être confronté à une attitude plus irresponsable encore, et qui serait l'attitude d'une totale futilité, ou d'un dilettantisme total, et qui consisterait à dire mais à quoi bon se contraindre au moins d'efforts en vue des générations futures. La réponse que donne à cette attitude d'esprit-là Ancionas consiste simplement à dire que nous ne pouvons pas considérer comme recevable l'idée de mettre des problèmes aussi sérieux dans les mains de gens qui sont capables de produire des propositions aussi peu sérieuses. Des gens qui font preuve d'aussi peu de responsabilité face aux questions pragmatiques
Comment est-ce que nous pourrions même penser que leur idée de la chose est recevable dans un débat qui touche à des questions aussi essentielles que le devenir de l'humanité, quelque chose qui est absolument dérisoire. Donc, si le dilettante est un dilettante, eh bien, qu'il demeure là où il est, mais ce type de point de vue-là n'a guère de rôle à jouer dans une réflexion sur la responsabilité. Ce type de point de vue, ici d'ailleurs, est appelé nihilisme. Alors qu'est-ce que c'est que le nihilisme? C'est le fait de ne croire en rien et de ne retenir aucune valeur, de ne considérer aucun système de valeurs, et en particulier comme, comme étant déterminant sur le plan du devoir et sur le plan de l'agir. Une telle futilité, en outre, présente une insuffisance que Ancionas explique aussi, et qui est liée au fait que une attitude aussi futile n'est possible, est rendue possible par le fait qu'elle s'appuie elle-même sur une circonstance qui l'a rendue historiquement et on peut dire aussi économiquement possible. Une telle attitude, donc, s'appuie, je cite, sur la suffisance essentielle de notre être devenu intramondain. C'est-à-dire qu'une personne qui s'autoriserait à parler de façon aussi futile de choses aussi graves ne pourrait le faire que parce qu'elle bénéficie d'un contexte d'existence qui est ce qu'il est grâce aux efforts et grâce à l'existence et sans doute dans une certaine mesure à la persévérance de toute l'humanité antérieure dont les efforts conjugués ont fourni le cadre pour qu'existe et s'exprime de telles dilettantes. D'accord? Donc il y a une incohérence non seulement par rapport à la gravité de la situation de ce dont il est réfléchi ici, mais il y a aussi une incohérence dans la mesure où il y a une absence totale de considération, de prise en considération de ce qui a fait que on est ce qu'on est, c'est-à-dire un homme, dans le cas de figure de telle personne-là, qui peut avoir face à l'existence une attitude aussi désinvolte. Celui qui fait face à la nécessité, celui qui doit se battre pour exister, celui qui est aux prises avec la réalité, celui-là n'a pas une attitude désinvolte. Le dilettante ou l'aquaboniste, comme disait Serge Gainsbourg dans une de ses chansons, eh bien c'est précisément quelqu'un qui jouit d'un certain confort et qui, du haut de ce confort, peut développer une sorte d'indifférence pseudo-aristocratique, mais qui elle-même manque de fondement et probablement aussi d'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est ce que Ancionas nous fait comprendre à la fin de ce passage. Voilà, donc en conclusion de ce deuxième passage, retenez des phrases comme celle-ci. Nul gain n'en vaut le prix, nulle chance de succès n'en autorise le risque. D'accord? D'un tel scénario de destruction ou de réduction de l'homme. Abstraction faite de l'erreur de calcul, cela inclut l'ingratitude à l'égard de l'héritage. Alors, la notion d'héritage, on la trouve également à la page 78, en fin de paragraphe, avec la notion selon laquelle notre héritage constitue un bien fiduciaire, selon l'expression qui est donnée ici. Alors, fiduciaire, l'adjectif fiduciaire signifie donc ce qui est basé sur la confiance.
Donc, la confiance, c'est ce qui, dans une société, constitue le lien entre les hommes, dans une certaine mesure. Pour qu'une société fonctionne, il faut qu'un certain nombre de choses aillent de soi ou soient ressenties comme allant de soi, c'est-à-dire ne soient pas en permanence interrogées ou ne nécessitent pas d'être en permanence interrogées pour que nous les adoptions. Par exemple, l'argent, tout le monde croit en la valeur de l'argent et c'est la raison pour laquelle l'argent circule. Si quelqu'un cessait de croire en la valeur de l'argent, eh bien, il n'accepterait pas d'être payé en argent, il n'accepterait que le troc, par exemple. Donc il y a une dimension de foi dans l'existence de nos sociétés. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a une grande valeur et qui facilite la circulation de tous les biens et des valeurs entre les hommes. D'accord. Et c'est la condition d'un bien fondamental qui est la possibilité de vivre ensemble et dans une certaine mesure de bien vivre. Or, vouloir détruire cela au profit d'une hypothétique réalisation de fins supérieures par des procédés révolutionnaires, eh bien c'est quelque chose de très risqué, de trop risqué, hein, par rapport à la nécessité de préserver cet héritage. Et le dernier point qui est évoqué ici, c'est la possibilité la possibilité d'un reproche que les utopistes pourraient faire à l'attitude prudente de Hans Jonas. Alors voici, le reproche de pessimisme à l'adresse d'une telle partialité en faveur de la prophétie du malheur est réfutable par l'argument que le plus grand pessimisme est du côté de ceux qui tiennent le donné pour suffisamment mauvais ou non valable pour accepter n'importe quel risque au nom de son amélioration potentielle. Alors ce point est intéressant aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait valoir un principe de responsabilité face à la possibilité d'un développement technique dont on craint que les conséquences soient extrêmement néfastes pour l'humanité future, on peut souvent être taxé de pessimisme par ceux qui sont favorables à de tels développements. D'accord? Des gens qui pourraient dire, mais vous voyez toujours le mauvais côté des choses, vous imaginez toujours le pire, il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à la technique ou ce genre de choses. Eh bien, par rapport à ce type de reproche, euh, qui est valable aussi évidemment pour les propositions politiques radicales et pas seulement pour les innovations technologiques, Jonas répond que le pessimisme ne se situe pas dans le fait de refuser des évolutions hasardeuses et potentiellement dévastatrices, mais que le pessimisme consiste dans le fait de juger insuffisantes les conditions d'existence dans lesquelles nous nous trouvons. D'accord? Là où accepter que les choses soient telles qu'elles sont, eh bien, constituerait davantage une attitude qui serait de l'ordre d'un optimisme, plutôt que le fait de considérer que le verre est à moitié vide, qu'il faut chercher à le remplir par toujours plus d'innovation. Voilà.